Bonjour, bonjour Maria. Bonjour. Nous recevons cette semaine Valérie Bodzi. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes maire de Grosseto-Prougne à Portich. On rajoute Portich maintenant, C'est parce vrai. que on a pris cette habitude. Mais vous êtes également conseillère départementale de la Corse du Sud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va passer la semaine ensemble. On va se retrouver en 2 fois ce matin. Donc c'est le nouveau concept, hein, Maria, de cette émission. Effectivement, c'est la nouvelle formule de Sguard, donc une formule un peu redynamisée avec notre invité. Donc 2 rendez-vous à 7h45, juste après les infos et juste avant 9h. Juste avant les infos de 9h. Alors on commence avec une première thématique et forcément Valérie Bodzi, on ne va pas y échapper aux élections territoriales puisqu'on rappelle que vous êtes quand même à la tête de la liste donc de la droite pour le scrutin qui approche. Et on va parler de Jean-Martin Mondolone qui lui aussi a annoncé officiellement sa candidature pour ces élections. Il conduira donc sa propre liste lors d'une démarche de droite régionaliste, ce sont ses mots, intitulée Sa paix. Pour lui, il faut avant tout définir un programme avant de se lancer dans un casting. En ce qui concerne la fracture à droite, le candidat Mondolone il se dit prêt à la réduire au second tour sur une base programmatique, un projet commun. On l'écoute. Je suis en train de préparer l'idée que les uns et les autres pourront s'entendre sur une base programmatique. Je n'ai pas connaissance du projet de Valérie, donc il me serait difficile d'être pour ou d'être contre. Vous pensez bien que si les uns et les autres ont vocation dans le temps à se rapprocher, il faut que ça se passe précisément sur la base d'un socle programmatique commun. J'ai toujours dit qu'il fallait commencer par là, donc du dire au faire, j'essaie de m'employer à ce qu'aujourd'hui on mette tout ça en adéquation. Alors Valérie Bodzi, justement, donc Jean-Martin Mondolone, il est candidat pour ce premier tour, un rassemblement probable au second tour. C'est votre idée aussi ? Alors d'abord, il y aura un premier tour qui sera effectivement déterminant. Je pense qu'avec Jean-Martin Mondolone, on a toujours bien discuté. On le fait toujours aujourd'hui. Moi, je suis comme lui dans la réalisation de mon programme avec mon équipe. Et effectivement, sur les principales thématiques, je pense que nos projets vont concorder. Nous avons tous les deux une vision assez régionaliste de ces élections. La liste que je vais constituer ne sera pas, comme je l'ai déjà précisé, uniquement une liste de droite, mais une liste avec des personnes d'ouverture. Et aujourd'hui, je pense que pour travailler dans l'intérêt de la Corse et des Corses, il faut une ouverture à Jean-Martin Mondolone également. Et c'est sur la base de projets concrets que nous allons nous retrouver. On va discuter très prochainement de ce socle commun. Donc cette équipe que vous allez constituer, du moins pour le premier tour, c'est quoi l'idée aussi? C'est peut-être de mesurer les forces avec Jean-Martin Mondolone ou vous en êtes toute cette équipe? On a entendu parler de Pierre-Jean Luciani, 4e, on a entendu parler d'un ténor de la Haute-Corse, 2e, vous en êtes où? Alors on entend beaucoup de choses, beaucoup de fausses informations effectivement qui circulent. La composition de la liste est bien avancée, elle sera dévoilée le moment venu. Comme le disait Jean-Martin, ça n'est pas l'essentiel, hein. L'essentiel sera le projet que nous allons présenter et les personnes qui seront sur cette liste devront être en adéquation avec le projet d'une Corse plus dynamique que nous souhaitons porter. Quand vous parliez de liste d'ouverture, c'est-à-dire ouverture, jusqu'où cela pourrait... Alors jusqu'où justement le curseur ce sera le projet. Je pense que moi ce que je veux proposer ce sont des actions concrètes. On va sortir de l'idéologie et des grandes pensées pour aujourd'hui concrètement avancer sur certains dossiers, certains projets importants pour la Corse. Et je pense que là, quand on parle de projets concrets, beaucoup de tendances peuvent se retrouver. La liste sera connue bientôt, je suppose. La liste sera connue très bientôt. On n'a pas de date. D'accord. Bien, Valérie Bodzi, on va passer la matinée ensemble. On va se retrouver tout à l'heure à 8h55. On va poursuivre cette discussion. On va continuer, Maria, n'est-ce pas, de parler de ces territoriales qui approchent. À tout à l'heure. Retour avec notre invitée cette semaine, Valérie Bodzi. Rebonjour, Valérie. Rebonjour. Nous étions déjà ensemble tout à l'heure après le journal de 7h30. On a commencé à parler, Maria, de ces territoriales qui approchent, de la constitution de cette liste. Donc, elle sera connue bientôt. Une liste d'ouverture, donc, Maria, de droite, donc menée par Valérie Bodzi. Oui, liste d'ouverture de droite. Alors, on a un peu l'impression que justement, vous avancez sur le projet, Jean-Martin Mondolone avance sur le projet. On a un peu l'impression que cette constitution de liste, c'est un peu le secret bien gardé. Est-ce que c'est l'idée ou pas ?
Non, c'est pas le secret, c'est simplement pour constituer une liste, il faut se concerter, il faut prendre sa voiture, rencontrer de nombreuses personnes, sillonner la Corse et voir si justement avec certaines personnes nous avons des atomes crochus, et c'est donc tout ce travail qui est fait actuellement. Donc non, c'est pas un secret, c'est simplement du temps qui est consacré à cette constitution de liste avec à côté d'autres activités, donc forcément ça ne sort pas du jour au lendemain, et voilà. Vous avez dit, Jean-Martin Mondologne a dit une liste de droite régionaliste, vous avez dit que vous vous inscriviez aussi là-dedans. Il va falloir équilibrer les forces aussi, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs droites au sein de la droite. Effectivement, c'est, je pense, les deux projets qui permettront d'équilibrer, même si on se retrouvera sur certains thèmes. En tout cas, je l'espère et je l'appelle de toutes mes forces. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans une élection territoriale, l'important, c'est de mettre les prérogatives de la région au centre de tous nos intérêts. Et on est aujourd'hui dans la constitution de la collectivité de Corse. L'enjeu sera d'autant plus important et on ne peut pas aujourd'hui être, à mon avis, sur l'idée d'un raccrochement à un parti national. C'est en tout cas ce qui n'a pas d'intérêt dans une élection territoriale telle que celle qui arrive en décembre. D'un point de vue programmatique, je suppose que les thèmes sont déjà établis. Quels seront, je dirais, le fer de lance de votre campagne ? Alors, les thématiques les plus importantes seront de replacer l'économie et le développement économique au centre des préoccupations des mandats à venir, puisqu'on en a très peu parlé, hein, je le précisais lors de ma déclaration de candidature. Aujourd'hui, on parle beaucoup de statut de résident, de co-officialité de la langue corse, mais finalement, sur les sujets les plus importants, on a peu avancé. Une problématique aussi importante et qui rejoint le développement économique, c'est la révision du PADUC, parce qu'aujourd'hui on a un PADUC qui empêche tout développement et en tout cas le réduit le plus possible. Donc ce sera très important. Le logement, les transports, tous ces sujets qui, en 2 ans, finalement, n'ont pas avancé ou très peu. Vous avez dit, on veut faire du concret, des choses qui sont réalisables et faisables. Ce que, selon vous, ce que j'ai pu lire, ne sont pas les propositions des nationalistes qui proposent des choses qui sont contre le droit, finalement. Exactement. J'ai l'impression qu'on est resté dans une idéologie, qu'on veut faire rentrer des ronds dans des carrés, et finalement, on n'utilise pas les outils juridiques et les leviers qu'on pourrait activer très rapidement sur certains domaines. On reste dans l'idéologie, voilà, le statut de résident, la co-officialité de la langue. On sait que c'est anticonstitutionnel, que c'est impossible aujourd'hui, mais on s'obstine là-dessus, alors qu'il y a des choses qui auraient pu être faites en parallèle peut-être, hein, mais en tout cas des choses assez concrètes qui auraient pu faire avancer ces idées sur la problématique du logement et sur la langue corse également, qu'il est important de promouvoir. Toujours sur ce programme, vous avez dit révision du PADUC. Jusqu'où vous pensez pouvoir aller trop loin sur cette révision du PADUC? Alors, trop loin, ça dépend où vous placez le curseur et dans quel domaine. En tout cas, il est important, bien sûr, de garder un volet préservation de l'espace, de la Corse, des zones à protéger. Également, sur les espaces stratégiques agricoles, il y en a certains qui devront être conservés et mis en valeur, mais ça ne doit pas se faire au détriment d'un développement économique et d'un développement du rural, parce qu'aujourd'hui, ce PADUC, il fige plutôt le développement de l'intérieur. Les villages ne peuvent plus construire parce qu'on a mis des espaces stratégiques agricoles dans des endroits où il n'y aura jamais d'agriculture. Donc ça, c'est une problématique qui, à mon avis, est fondamentale pour développer le rural. Valérie Bodzi, on va se quitter, on va se donner rendez-vous demain pour une nouvelle thématique. On parlera tourisme demain. À demain. Merci beaucoup. Merci. À demain. À demain. Bonjour Maria.
Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie Bodz. Bonjour. Vous êtes notre invitée cette semaine. On rappelle que vous êtes tête de liste au territorial, liste donc de la droite, maire de Grosseto-Prune à Portici, conseillère départementale de Corse du Sud. Et vous êtes notre invitée cette semaine dans le cadre de notre émission avec des thématiques qu'on va développer tout au long de cette semaine. Et ce mardi, nous allons parler du tourisme, la saison touristique 2017, plutôt de bonne facture. En tout cas, ce sont les mots de Roland Dominici de la coordination des industries touristiques de la Corse. Après un mois de mai délicat, les mois suivants ont vu la fréquentation dans les établissements dits d'hôtellerie marchande aller crescendo pour déboucher sur un bon mois d'août et un mois de septembre prometteur. Toutefois, des améliorations majeures doivent être plus que jamais apportées pour Roland Dominici, notamment par le biais d'un développement accru du système de transport. On écoute un court extrait d'une interview que nous avons réalisée. La saison a commencé avec le mois de mai, comme tout le monde le sait, qui était un mois catastrophique. Juin, par contre, a été un mois porteur, avec une progression. Juillet, malheureusement, malgré les 15 premiers jours de juillet qui souvent sont faibles, ont été bons, mais c'est les 10 derniers jours de juillet qui ont eu une certaine faiblesse avec un recul par rapport à l'an dernier. Quant au mois d'août, il tient ses promesses comme tous les ans, avec un taux d'occupation qui est toujours très très important. On sait très bien que sur cette période, heureusement, la demande est supérieure à l'offre bien souvent, et ce qui permet d'avoir toujours un chiffre d'affaires très stable sur le mois d'août. En ce qui concerne le mois de septembre, écoutez, les prévisions sont plutôt bonnes. À l'heure actuelle, les carnets de commandes jusqu'à pratiquement au 20 septembre sont bien remplis, et je pense que ce mois de septembre sera également un mois d'excellente facture. Alors Valérie Bodz, donc votre sentiment, vous, par rapport à votre commune, en plus vous avez une double problématique, c'est une commune bicéphale, donc avec la problématique évidemment de la plage avec Grosseto, avec Portici, et puis la problématique de la montagne, ou du moins de la semi-montagne, du rural avec Grosseto-Prune. Comment c'est passé? Comment est-ce que vous analyseriez ça? Alors c'est vrai que la saison a été bonne. Aujourd'hui, alors on parle de Grosseto-Prune, mais aujourd'hui nous avons un office du tourisme intercommunal. Donc on a une vision sur l'ensemble du territoire rural, la montagne, le littoral. Les activités se développent de plus en plus sur le territoire. La Corse a un très certain et je pense que comme le disait, comme il a été dit dans le petit extrait, le mois d'août est toujours satisfaisant, et l'enjeu aujourd'hui c'est d'étendre la saison sur 12 mois. Il n'est pas satisfaisant d'avoir un seul mois qui est saturé d'ailleurs, et le reste du temps trop peu. Alors on est très content de cette bonne saison, mais elle me semble encore insatisfaisante, puisque sur 12 mois on devrait avoir au moins 8 mois peut-être pas en complet, mais en tout cas en augmentation sur la saison. Donc un office intercommunal, c'est important justement pour identifier un territoire. C'est la richesse de la communauté de communes de la Pieve d'Ornane que nous souhaitons mettre en avant par cet office du tourisme, puisque comme vous le disiez, il y a la plage, la plaine et la montagne, la station d'Aise notamment qui est sur ce territoire-là. Ce sont des activités que nous devons mettre en avant pour attirer aussi du monde hors saison. Alors l'étalement de la saison, vous en parlez, c'est sûr que c'est un axe majeur de développement. Est-ce que néanmoins on n'a pas l'impression qu'on avance petit à petit ? Moi qui suis un simple observateur, j'ai l'impression qu'il y a plus de touristes plus tôt et qui restent plus tard. Est-ce que c'est une fausse idée? Oui, c'est une réalité. Effectivement, l'avant-saison est plutôt bonne, septembre également. C'est le cas depuis plusieurs années. Ça avance dans ce sens-là, et je pense qu'il faut favoriser ça pour réduire les inconvénients d'un tourisme trop important sur un seul mois ou deux, et étendre au mois d'hiver, puisque pour certains nos mois d'hiver sont très très doux, donc il faut aller dans ce sens-là, et je pense que ça va il est important de professionnaliser ce secteur. Donc la formation du personnel est essentielle à mon sens pour développer un bon tourisme, parce qu'on parle souvent de tourisme, mais il faut développer le meilleur tourisme pour la Corse, éviter le tourisme de masse évidemment, et étendre la saison. Ce sont les objectifs à atteindre.
Et puis on rappelle qu'il fut un temps, fin du XIXe siècle, les touristes venaient l'hiver, essentiellement l'hiver, pour justement profiter de la douceur de l'hiver et de la Méditerranée. On se quitte provisoirement, Valérie Bodz, et on se retrouve tout à l'heure à 8h55 pour la suite de notre entretien. Maria, on continuera de parler tourisme avec Valérie. À tout à l'heure. Rebonjour Maria. Rebonjour Frédéric. Rebonjour Valérie Bodz. Bonjour. Notre invitée aujourd'hui, donc tête de liste pour les prochaines élections territoriales, liste de droite. On rappelle conseillère départementale de la Corse du Sud et maire de Grosset-Toprougne. On a commencé à parler de tourisme tout à l'heure. On est rentré dans le vif du sujet avec une saison plutôt bonne, un étalement de la saison, comme on a dit tout à l'heure Valérie, qui commence à prendre forme, mais il y a beaucoup à faire, selon vos dires. Mais Maria, on peut aussi parler des transports, par exemple. Effectivement, parce que Roland Dominici évoquait cette problématique des transports, puisqu'on parlait de cet étalement de la saison aussi. Ça veut dire pouvoir accueillir des touristes toute l'année, ça veut dire pouvoir faire du court séjour aussi, ça veut dire avoir les infrastructures nécessaires pour accueillir ces touristes, ça veut dire des établissements qui ne sont pas forcément fermés aussi l'hiver, et puis des réglementations, parce qu'on rappelle aussi, Frédéric l'a dit, que vous êtes maire d'une commune, donc il faut un savant mélange de tout ça. Comment on y arrive aujourd'hui? Est-ce qu'il faut changer la loi? Alors, le tourisme sera dans mon projet un pan du volet économique. Ce qui est important, c'est de développer l'économie en Corse, et on ne peut pas développer notre économie sans se pencher sur la question touristique. C'est important, vous le disiez. Aujourd'hui, il y a un étalement de la saison qui est certain, mais qui atteint des limites parce que nous manquons de personnel qualifié et surtout d'infrastructures nécessaires à ce développement du tourisme durant toute l'année. Alors aujourd'hui, le transport est aussi un frein, et les coûts du transport un frein à ce développement. La CTC n'a pas, à mon sens, permis de réduire les coûts de déplacement dans l'île et de limiter les problèmes liés à notre insularité. Alors, l'insularité, c'est notre atout aussi dans le cadre d'un développement touristique, mais il faut que les transports réduisent le problème de l'insularité. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout, donc il faut aller au-delà. On a vu qu'il y a des choses qui ont été faites, notamment. Pour vous, ça ne suffit pas? Des choses qui ont été faites par l'entreprise, les personnes privées qui ont permis de créer une nouvelle société maritime, mais la collectivité n'a pas aujourd'hui joué son rôle d'accompagnement et de développement des activités nécessaires au tourisme. Le problème du coût des transports, c'est le problème majeur selon vous pour l'étalement de la saison par exemple? C'est un problème majeur, pas que pour l'étalement de la saison d'ailleurs, aussi pour les résidents corse. C'est forcément une difficulté de se déplacer. Et aujourd'hui, la réponse, en tout cas de la collectivité qui a cette compétence, n'est pas satisfaisante. Vous avez parlé de cette intercommunalité qui a été créée, qui, dans ce domaine-là notamment, qui constitue une force. Est-ce que vous estimez, donc demain il y aura la collectivité unique, est-ce que les intercommunalités auront suffisamment de poids pour aller plaider ce type de questions, le type des aménagements aussi auprès de la collectivité unique, ou c'est une crainte que ces intercommunalités qui sont aujourd'hui une force soient un peu laissées de côté? Alors, avec la création de cette collectivité unique, il sera évidemment important de rééquilibrer les pouvoirs. Donc une collectivité qui va absorber CTC et les deux départements, de nombreuses compétences. Les intercommunalités existantes doivent avoir les moyens d'être un contre-pouvoir et surtout d'être un interlocuteur plus proche des résidents et du citoyen. Donc ce sera important que les intercommunalités se regroupent peut-être et en tout cas aient plus de moyens pour répondre de manière plus pragmatique et concrète aux attentes dans le cadre des déplacements. Donc on va s'adresser au maire, Valérie Bodz. Est-ce que la commune de Portici est dimensionnée pour recevoir aujourd'hui beaucoup de touristes, les réseaux d'eau, d'assainissement, la problématique des camping-cars aussi qui remonte à la surface?
Alors, la commune la station balnéaire de Portić est effectivement suffisamment dimensionnée en réseau eau et assainissement pour accueillir les touristes qui arrivent durant la saison. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Sur les camping-cars, il faut effectivement que à mon sens, les intercommunalités puissent proposer des aires de stationnement. Hein, c'est en tout cas leur obligation. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette compétence n'est pas tout à fait effective. On parlera de nouveau de politique demain, Valérie Boldi, puisqu'aujourd'hui l'émission est terminée. Merci en tout cas d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. Maria, donc à demain également pour cette semaine avec Valérie Boldi. À demain, merci. Bonjour, bienvenue sur Alta Frequenza. Bonjour Maria. Bonjour Frédéric. Valérie Boldi, bonjour. Bonjour. Notre invité cette semaine, on rappelle, maire de Grosseto-Prugna, également conseillère départementale de Corse du Sud, et puis tête de liste donc de la droite pour ces territoriales 2017. On va parler aujourd'hui de nouveau de politique et on va parler notamment des députés PA Corsica qui petit à petit font leur place dans la fosse au lion que peut parfois constituer l'Assemblée nationale. Loin de voir Pigalle, des dires de Michel Castellani, ceux-ci voguent entre aéroports, hôtels et palais Bourbon pour participer à un travail parlementaire qui se fait pour sa plus grande partie en commission. Une présence qui est aussi l'occasion de tisser des liens, de nouer des dialogues et d'avoir l'occasion d'évoquer dans le détail la question corse avec des personnages importants de l'État. On écoute un extrait de l'interview que nous avons réalisée de Michel Castellani. C'est les passerelles que nous nous efforçons d'ouvrir avec le gouvernement. Et de ce point de vue, nous avons avancé déjà pas mal, puisque nous avons vu, d'abord, vous le savez, les 3 députés, on a vu des régies très longuement avec lesquels on a fait un tour d'horizon et des possibilités. Et puis, personnellement, moi j'ai eu l'occasion de voir le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, très longuement, dans l'avion ministériel, très longuement. Nous avons été en tête-à-tête pendant 2 heures. Bon, là aussi, je vous signale que c'est aussi le ministre des collectivités. Donc là aussi, on a fait un tour d'horizon. Nous avons des contacts suivis avec des gens qui pèsent, le premier questeur de l'Assemblée et puis d'autres personnes que je n'ai pas mentionnées ici. Donc on essaye de travailler très sérieusement. À tous, on essaye de faire comprendre qu'il faut avancer sur la question corse, pas faire n'importe quoi, mais essayer de dénouer enfin toute une série de questions qui sont d'ordre social, évidemment, d'ordre économique, d'ordre culturel et in fine donc politique. Valérie Boldi, donc 3 députés nationalistes, Jean-Jacques Ferrara qui a été élu pour votre famille politique dans la première circonscription de Corse du Sud à Ajaccio. Quand ces 3 députés nationalistes ont été élus, on a parlé de raz-de-marée politique. Vous étiez vous-même candidate aux côtés de Camille de Rocazère dans la 2e circonscription de Corse du Sud. Comment vous l'avez ressenti tout d'abord Est-ce que vous l'avez ressenti comme un raz-de-marée ou pas d'abord ? Alors effectivement, il y a eu des surprises, hein, si on peut le dire ainsi. En tout cas, je pense que après coup, on peut constater que la volonté de changement et de renouvellement a profité aux candidats nationalistes. Je pense que c'est la principale raison de leur élection et de leur victoire. En tout cas, pour la circonscription, la 2e circonscription de Corse du Sud, c'est le sentiment que j'en ai après cette campagne. C'est-à-dire que le fameux mot dégagisme qui revient à la mode en ce moment, on en parle beaucoup, on en a parlé pour les présidentielles, ce serait appliqué aussi en Corse. C'est vrai que le mot dégagisme, donc Mélenchon qui a employé ce mot, je pense qu'aujourd'hui, et la Corse a été assez en avance sur ce point-là, puisque c'est depuis 2015 la volonté de changement, l'absence de confiance, enfin, en tout cas la perte de confiance dans les partis traditionnels qui ont conduit les nationalistes à la tête de la CTC et aujourd'hui à avoir 3 députés sur 4. Vous avez dit en début de semaine, on va se concentrer notamment dans le cadre de ces territoriales sur du concret. Michel Castellani parle ici un peu de lobbying dans un débat plus institutionnel. Vous n'y croyez pas? Je suis ravie qu'il soit satisfait de prendre l'avion avec des représentants de l'État, mais je crois que ça suffit pas. Je crois que dans son discours, il n'y a rien de concret du tout. Hein. Ils sont
sont aujourd'hui parlementaires, mais il n'y a pas eu d'interpellation, il n'y a pas eu d'avancée sur, même pas de questionnement du gouvernement. Et je crois que le seul député qui aura l'écoute, c'est Jean-Jacques Ferrara, puisque les 3 autres députés n'appartenant à aucun groupe n'ont pas de temps de parole dans l'hémicycle. Donc le seul qui sera audible sera le député d'Ajaccio. On se quitte, Valérie Bodz, on se donne rendez-vous tout à l'heure, on va poursuivre cette discussion, on parlera donc politique tout à l'heure, juste avant notre journal de 9h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et cette semaine, Valérie Bodz est notre invitée. Rebonjour Valérie. Rebonjour. Maria, rebonjour également pour la deuxième partie de cette émission. On parlait politique tout à l'heure, Maria, et notamment on parlait de ces députés nationalistes qui font du lobbying, on va employer le mot, notamment à l'Assemblée nationale. Et selon vous, Valérie, c'est un petit peu des coups d'épée dans l'eau, il faut du concret, c'est un petit peu le message que vous voulez faire passer. C'est complètement le message que je veux faire passer. Ils sont aujourd'hui députés, mais ils ne peuvent, en tout cas, ils n'ont interpellé personne, pas le président, pas le gouvernement. On n'a pas d'idée précise de la question corse de la part de ce nouveau président. Et je pense que c'est aujourd'hui très important. Alors, on a entendu que Gilles Simeone était que les députés étaient les attachés parlementaires de Gilles Simeone. C'est ça, voilà. Que les députés étaient les attachés parlementaires de Gilles Simeone. Donc, il serait bon qu'ils interpellent et qu'ils nous donnent la vision de la Corse pour cette prochaine mandature. Néanmoins, quand on voit les nationalistes gagner les élections sur cette élection législative, c'est pas forcément le terrain de prédilection qu'on attendait pour les nationalistes. Les territoriales, lorsqu'on voit les avancées quand même des nationalistes dans les scrutins, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a atteint peut-être un point de, je dirais pas de non-retour, mais que quelque part les idées progressistes, régionalistes ont avancé à tel point que c'est difficile maintenant de revenir en arrière et de revenir sur peut-être une position conservatrice, une vision des choses conservatrices. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, vous avez dit les idées régionalistes ont avancé. Là, je suis d'accord avec vous, mais les idées nationalistes, pour moi, n'ont pas avancé. Et c'est là qu'on se trompe. C'est que le nationalisme, c'est à terme l'indépendance et la volonté d'une reconnaissance d'une nation, la nation corse. Et ça n'est pas, à mon avis, la volonté de la majorité des Corses. La majorité des Corses veulent que la Corse soit reconnue comme une région spécifique, que son insularité soit notamment prise en compte, que sa culture également le soit, mais la majorité des Corses, à mon sens, ne veulent pas sortir de la République. Mais l'indépendance n'a jamais été mise dans le programme des territoriales précédentes, et y compris là dans les élections législatives qui viennent de se passer. On n'a pas parlé d'indépendance, même si on connaît quand même le fond des idées, effectivement, des indépendantistes. Voilà, le nationalisme, c'est quand même l'indépendance. Jean-Guy Talamone a toujours été très clair sur sa volonté d'indépendance. Jean-Christophe Angeline a également parlé d'autodétermination. L'autodétermination, ça n'est pas pour plus d'autonomie, juridiquement, ça n'est pas ça. L'autodétermination, c'est pour l'indépendance. Il a été dit également qu'il se donnait 10 ans pour faire de la Corse un État, donc on est bien dans de l'indépendance. Mais néanmoins, justement, les gens ont, on va dire, entre guillemets, adhéré à travers les urnes à ce programme, parce que le programme, il était connu lors des élections territoriales, il était connu lors des élections législatives, et il se trouve que ces programmes-là ont obtenu une majorité. Alors, on verra sur ces élections de décembre si effectivement la volonté de la majorité des Corses est de sortir de la République, puisque là, on sort de l'ambiguïté. Au départ, comme vous le disiez, on était sur le régionalisme et la préservation d'une identité. Voilà, l'obligation de la co-officialité de la langue, mais je pense qu'au-delà de la co-officialité, nous souhaitons la promotion de la langue corse. Et ça, tous les Corses, je suis d'accord avec vous, veulent que la langue reste soit toujours parlée en Corse, mais sur la co-officialité, encore une fois, je ne pense pas que la majorité des Corses soit favorable à cette co-officialité. Et la position donc finalement par rapport à Jean-Martin Mondolone, qui lui se dit régionaliste, voire même autonomiste, le mot ne lui fait pas peur. Comment vous vous situez par rapport à ce discours ? Alors il se situera lui-même, je vais me situer moi sur ma position. Je
je suis tout à fait d'accord sur plus d'autonomie et surtout dans mon programme il y aura un volet autonomie fiscale qui me semble important justement pour aider nos entreprises et aider le développement économique, mais toujours avec une limite, c'est l'ancrage dans la République. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Valérie d'avoir répondu à notre invitation. On se donne rendez-vous demain. On parlera demain de déchets. Donc, merci, à demain. Complètement différente. À demain. Sur Radio Alta Brégoine, bonjour Maria. Bonjour Frédéric. On reçoit cette semaine Valérie Bodzi. Bonjour Valérie. Bonjour. On rappelle que vous êtes tête de liste de, donc justement la liste de droite pour les territoriales 2017. Maire de Grosseto-Prougne, Porty, tu es conseillère départementale de la Corse du Sud. On va parler aujourd'hui des déchets avec la municipalité de Talonne qui ne veut pas de l'ouverture d'un centre de traitement des déchets dit Talonne et 3 ou du moins pas dans les conditions actuellement avancées par la CTC et l'État. Alors que le préfet a signé le 8 août dernier un arrêté autorisant l'ouverture de ce nouveau site, la majorité municipale dénonce un manque de concertation et l'absence de dialogue depuis plus d'1 an avec les élus locaux. Une situation intolérable donc pour le maire de Talonne qui monte au créneau. On écoute Christian Orsucci. Nous avons bien sûr répondu immédiatement que la commune de Talonne avait suffisamment été solidaire vis-à-vis de la Corse et avait suffisamment donné sur cette problématique et que les associations qui étaient venues contre nous étaient malheureusement portées souvent par la majorité territoriale actuelle et que nous ne voyions pas comment on pouvait nous s'en sortir. Alors à côté de ça, et avec de l'insistance et avec de la réflexion, on a tous compris qu'effectivement la Corse aujourd'hui se trouve dans un état de traitement de déchets déplorable et que chacun doit peut-être mettre un peu d'eau dans son vin. Et donc le conseil municipal, il assume aussi bien le fait d'avoir à un moment donné proposé un TMB et il assume également le fait d'avoir essayé de réouvrir une discussion avec les différents services de l'État et les différents services de la collectivité dans une réflexion de développement territorial du canton de Moïtaverne et de la communauté de communes de l'Orient aujourd'hui pour que nous puissions rattraper notre retard historique en termes de développement. Alors Valérie Bodzi, l'idée de Christian Orsucci, c'est de dire on courbe encore le dos pendant les années qui arrivent, en compensation évidemment d'un certain nombre de choses, mais c'est un exemple, mais quoi qu'il en soit, cette problématique des déchets, ça fait des décennies qu'elle traîne, elle va arriver aussi, elle va s'inviter dans la campagne des territoriales aussi, le bassin ajaccien a connu les problèmes aussi, avec la fermeture de la déchetterie de Vico, il y a un projet dans le grand bassin ajaccien qui est mené aussi, votre sentiment, c'est quoi? C'est que ce projet du bassin ajaccien doit aboutir, c'est que il faut faire bouger les choses. La CAPA effectivement a un projet qui est bien avancé et qui aboutira, j'en suis certaine, et qui devra même être étendu à l'échelle de l'ensemble de la Corse. Aujourd'hui, faire bouger les choses, c'est essentiel. Là encore, les élus de la CTC actuellement n'ont rien fait pendant ces 2 ans et on arrive aujourd'hui à une situation déplorable qu'on aurait pu, à mon sens, éviter et le maire a tout à fait raison de s'indigner de l'absence de discours des élus de la CTC. Il y a un plan qui a été élaboré par la CTC, mais vous pensez qu'on n'aura pas le temps de mettre en place ce plan, que ça va exploser, que la cocotte minute, elle va exploser avant? Le plan est une utopie, est complètement irréalisable et effectivement, en tout cas, pas sur le court terme. Il faut aujourd'hui agir très vite dans ce domaine-là et ce plan n'est pas du tout dans cette optique. Quand Christian Orsucci dit les associations qui aujourd'hui refusent Talonne 3, manifestent à Vico, elles ont été un peu, on va dire, armées par l'actuelle présidente de l'Office de l'environnement de la Corse. Vous êtes d'accord avec ça aujourd'hui? C'est difficile de faire un retour en arrière? Les associations qui sont soutenues par l'actuelle présidente aujourd'hui ne proposent rien. C'est encore cette idée que on peut rester dans cette situation encore quelques années, le temps que ce plan soit mis en place. Mais il faut aujourd'hui proposer, si on veut mettre ce plan en place, il faut quand même proposer des actions concrètes aujourd'hui.
Des actions concrètes, on sait que la CAPA a mis en place tout un système aussi pour le tri, on en reparlera aussi dans la deuxième partie de l'émission. Vous, au niveau de la communauté de communes, au niveau de votre commune, comment ça se passe? Alors, au niveau de la communauté de communes, il y a une partie du tri, une partie de l'intercommunalité qui est également tri, notamment par des associations. L'ensemble de la communauté de communes trie le verre par le biais d'associations et les cartons également. Il y a aujourd'hui un partenariat privé-public qui est mis en place et également certaines communes qui sont adhérentes du CIVADEC. On va poursuivre cette discussion tout à l'heure, dans un petit peu plus d'une heure. Valérie Bodz pour la deuxième partie de l'émission. Maria, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Rendez-vous, Valérie, à tout à l'heure. À 8h55. La deuxième partie de notre émission. Rebonjour donc, rebonjour Maria. Bonjour. Valérie Bodz et rebonjour également. Alors, nous parlions tout à l'heure, dans la première partie de cette émission, de la problématique des déchets, Maria. Problématique qui sera aller au cœur, on peut dire, également des territoriales qui commencent. Effectivement, parce que c'est une vraie problématique de société. Valérie Bodz, on a un peu évoqué ce centre de tri et de valorisation qui est prévu sur la CAPA. Il y a le terrain, il y a les différentes orientations. Aujourd'hui, ça devient une obligation, une nécessité. Et Jean-Jacques Ferrard le rappelait souvent quand il était à la tête de la CAPA, ça n'est pas un incinérateur. Effectivement, donc le projet mené par la CAPA est très bien avancé. C'est, comme vous le disiez, un centre de tri et de valorisation qui va permettre de réduire de 60% les déchets. Une partie donc sera toujours enfouie, mais ce qui restera enfoui ne sera pas polluant. En tout cas, les déchets seront beaucoup moins polluants que ce qui est actuellement. Et c'est une obligation, aujourd'hui, une obligation y compris légale, de trouver une solution pour ces déchets. On parle de la loi de transition énergétique, il y a tout ça derrière. Tout à fait. Ce projet est environnementalement très performant et il a été travaillé avec des personnes très qualifiées et très compétentes. Et c'est un projet qui, aujourd'hui, va permettre de résoudre la problématique sur le golfe d'Ajaccio. Et ce projet devra être, à mon sens, reproduit sur l'ensemble de l'île. Et puis ça va permettre aussi que certaines populations, peut-être on peut penser à Vico où les habitants se plaignent de tout ce qui est de tous les effets néfastes en fait du tout enfouissement. Le tout enfouissement forcément a beaucoup d'inconvénients qui seront avec ce centre de tri et de valorisation considérablement réduits. Oui, mais à terme, trouver une solution globale pour régler définitivement le problème, parce que la problématique des déchets, c'est quand même, ça fait très longtemps qu'on en parle. Est-ce qu'il ne faudrait pas, on a l'impression qu'on est toujours un petit peu dans le bricolage jusqu'à présent. On n'a pas trouvé la solution définitive. Mais la solution définitive, c'est ce projet mené par la CAPA, reproduit sur l'ensemble de l'île. Ce projet, il sera concrétisé très rapidement par la collectivité, la CAPA, et il faut que la région prenne que la région prenne ses responsabilités également à ce niveau-là. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui selon vous face à ce type de projet? C'est une méconnaissance du dossier, parce que c'est vrai qu'on a la crainte de voir revenir un incinérateur. C'est le principal reproche qu'on fait à ce projet. Or aujourd'hui, il est facile scientifiquement de démontrer que c'est ou ça n'est pas un incinérateur. Mais ça n'est pas un incinérateur, c'est très simple de le dire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire ce reproche-là, et en tout cas, on ne peut pas ne pas avancer sous prétexte qu'il y aurait des craintes de voir un incinérateur. Aujourd'hui, le projet qui est proposé par la CAPA est environnementalement très performant, je le rappelle, et ça n'est pas un incinérateur. Exporter les déchets, pour vous, c'est inconcevable ? Et c'est inconcevable. Aujourd'hui, on doit pouvoir traiter nous-mêmes nos déchets. Je pense que c'est essentiel. Et puis il y a aussi le civisme de la population. Est-ce que, par exemple, vous, dans votre commune, vous avez l'impression qu'il y a cette prise de conscience-là ? Alors c'est vrai que c'est assez difficile encore de faire pour la population de trier les déchets, et sur l'intercommunalité de la Piave-Nordane, nous allons mener une action très rapidement pour apporter
pour que le tri se fasse plus facilement à la maison par la distribution de sachets de couleurs qui permettront de faire le tri directement à la maison et non plus d'apporter aux bornes qui étaient prévues à cet effet. En tout cas, il y aura il y aura toujours des bornes, mais il y aura aussi les sachets de couleurs qui seront distribués et qui vont permettre, à mon sens, de faciliter le tri à la maison. Il est bientôt 9h, on va se quitter donc en ce jeudi. Merci beaucoup Valérie Bodzi d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui encore. On se donne rendez-vous demain avec Maria pour le dernier jour de cette semaine en votre compagnie. À demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue sur Alta Frequenza. Bonjour Maria. Bonjour Frédéric. Dernier jour aujourd'hui pour Valérie Bodzi. Bonjour Valérie. Bonjour. On rappelle maire de Grosseto-Prugna, à Porticcio, conseillère départementale de la Corse du Sud, et donc vous menez cette liste de la droite aux prochaines territoriales. Merci en tout cas Valérie d'avoir répondu à notre invitation tout au long de cette semaine. Merci à vous. On termine avec une dernière thématique, Maria, et eh bien on va parler de l'exécutif de Corse qui a annoncé qu'elle se posera toujours en rempart contre la spéculation immobilière et une justice à deux vitesses. Alors on sait que les élus ont pris une position commune à propos de l'affaire dite des villas Ferracci à Rondinard. Le conseil exécutif dans son ensemble a dénoncé tout d'abord les manquements graves de l'État à tous les stades du processus. Il a mis en avant l'impossible avènement d'une justice à deux vitesses qui avancerait le pouvoir de l'argent face au droit. On écoute Gilles Simeoni à ce sujet, le président de l'exécutif de Corse. Le constat, c'est d'abord, bien sûr, celui du caractère fautif des propriétaires, mais j'allais dire que ce caractère fautif n'est pas contesté en son principe par ceux-ci. Mais au-delà de ce premier aspect, ce qui frappe surtout lorsqu'on lit la procédure, ce sont les ambiguïtés et les carences de l'État. Je cite quelques exemples. D'abord, un permis tacite prorogé d'1 an. Ensuite, un service en charge du contrôle, la DDTM, qui pendant 5 ans est parfaitement informé de ce que les travaux qui sont en cours ne sont pas conformes au permis tacite initial et qui pourtant va s'abstenir de toute intervention préventive qui aurait pu empêcher la construction des villas. Ou encore, dernier exemple, l'attitude du parquet et de la DDTM lors des audiences pénales, puisque l'un et l'autre s'affirment en première instance favorables à la démolition, et puis ne fait pas appel pour le parquet lorsque celle-ci est rejetée, et ne se présente pas pour la DDTM devant les juges d'appel. Donc tout ceci démontre bien que nous avons en Corse, au-delà du cas de la Rondinard, une politique des services de l'État en matière d'urbanisme dans les zones sensibles particulièrement qui est totalement illisible. Donc vous êtes donc une élue aujourd'hui, vous êtes également avocate. Gilles Simeoni, il dit qu'il y a eu carence de l'État, il y a eu, entre guillemets, on peut comprendre une certaine connivence aussi. Est-ce que c'est ça que ça vous inspire aujourd'hui? Démolition, pas démolition, votre sentiment? Alors, je ne sais pas s'il y a eu carence dans ce dossier en particulier parce que voilà, je n'ai pas l'ensemble de la procédure sous les yeux et je me garderai de dire cela. Simplement, je rappellerai les grands principes. Il y a aujourd'hui un droit de l'urbanisme qui doit être respecté, des documents d'urbanisme et une loi littorale assez contraignante et qui doivent permettre la préservation du littoral, et il faut éviter qu'il y ait deux poids deux mesures dans l'application de ces textes. Quand on parle de justice à deux vitesses, est-ce que vous pensez que c'est possible et est-ce que c'est le cas notamment sur cette problématique ? Ça a existé, ça existe dans ce dossier et dans d'autres. Dans ce dossier peut-être, en tout cas dans d'autres, ça a toujours existé. Maintenant, dans ce dossier en particulier, je n'en suis pas, je n'ai pas pu le constater directement. Sur la problématique plus politique, on a dit la loi littorale, on a évoqué le PADUC en début de semaine. Donc vous êtes maire d'une commune aussi littorale, vous êtes maire d'une commune de montagne aussi. Il faut un peu juguler les deux. Est-ce que le PADUC aujourd'hui vous protège? Est-ce que le PADUC aujourd'hui vous contraint? Est-ce que vous... Le PADUC aujourd'hui limite le développement économique, c'est ce que je disais dans le début de cette semaine. Bien sûr, il est évident qu'on ne peut pas axer tout développement économique sur l'urbanisation, mais c'est un volet important qui doit être réajusté dans le PADUC existant, tout en préservant bien sûr certains espaces. On doit pouvoir sur d'autres développer une urbanisation cohérente et en adéquation avec les attentes de la population. La spéculation immobilière, vous y avez été confronté, vous, en tant qu'élu?
de cette commune? Refuser des permis de construire, refuser des... Alors, refuser des permis de construire, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a une loi littorale qui s'applique, loi littorale, loi montagne qui s'applique sur ma commune, un POS et un PLU en cours d'élaboration. Donc, il y a bien sûr des zones qui sont réservées à certains secteurs d'activité, des zones réservées au logement et d'autres zones qui sont inconstructibles. Donc, bien sûr, qu'on essaye en tant que maire d'aménager son espace, mais tout en maintenant une certaine activité. On se quitte, Valérie Bodz, et on se retrouve tout à l'heure à 8h55 pour la suite de cet entretien. À tout à l'heure, Maria. Rebonjour Maria, rebonjour Valérie Bodz, maire de Grosseto-Pruni à Porti. Tu es conseillère départementale de Corse du Sud. La semaine se termine avec nous. Ça y est, on a parlé de beaucoup de choses et on termine, Maria, avec cette problématique. Alors, du PADUC, alors l'affaire de Rondinard, on ne va pas rentrer dans les détails, on l'a dit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique quand même. Effectivement, c'est l'aménagement du territoire en fait, Valérie Bodz. Et donc, les nationalistes, on reparle évidemment de la campagne des territoriales, spéculation immobilière, donc statut de résident. Il demande un certain nombre de créations d'outils. Enfin, l'outil, il y a eu l'office foncier qui a été créé, mais peut-être de mesures politiques. Vous, par rapport à ça, qu'est-ce que vous allez proposer dans votre campagne? Alors, il est important aujourd'hui que les communes se dotent d'un document d'urbanisme, un PLU, et le PADUC devait aider et favoriser l'élaboration de ces documents. Aujourd'hui, force est de constater qu'au lieu d'aller dans ce sens, c'est devenu un facteur beaucoup plus contraignant pour les communes, puisque ce document a été fait à une échelle un petit peu trop précise, et au lieu de fixer des grands axes de développement sur l'ensemble de la région Corse, il bloque aujourd'hui la réalisation de documents d'urbanisme. Donc je pense qu'il est essentiel de le réviser. Après, sur le statut de résident, aujourd'hui on sait bien que ça n'est pas réalisable, qu'on est dans une idéologie et une utopie. Il y a des outils qu'il faut activer pour pouvoir diversifier l'offre de logement et faire baisser les coûts de logement. L'office foncier est un outil très important qui n'a pas été exploité comme il devrait l'être. Oui, sur le statut de résident, donc c'est un petit peu comme sur la co-officialité de la langue, c'est-à-dire que vous pensez, vous, que ce sont des idées nationalistes, vous pensez qu'on perd du temps à défendre ces thématiques-là et que de toute manière, il faut passer à la suite, réfléchir à autre chose, que ça n'aboutira jamais selon vous donc? Le statut de résident est en l'état actuel contraire au droit positif et donc impossible à mettre en place. Il y a, pour réduire les coûts de logement et permettre aux Corses de se loger dans des conditions satisfaisantes, des outils. L'office foncier, effectivement, doit jouer son rôle en partenariat avec les communes. Nous élaborons sur la commune de Grosseto un lotissement communal, par exemple, mais il était sur un terrain appartenant à la commune. C'est aujourd'hui ce genre est réservé aux primo-accédants. Donc c'est ce genre de projet très concret qui va permettre aux Corses de se loger dans des secteurs où ils ne pouvaient pas le faire sans cette intervention de la collectivité. Mais les communes ne sont pas toujours dotées de terrains qui le permettent, et c'est à ce moment-là que l'office foncier doit permettre l'acquisition de ces terrains et proposer aux Corses des terrains à des prix raisonnables. Vous avez parlé de dispositifs incitatifs, on peut penser dispositifs fiscaux, évidemment. Le projet de statut fiscal spécifique qui est élaboré par l'Assemblée de Corse, c'est quelque chose qui vous convient ou vous souhaiteriez en élaborer un autre? Comme je vous le disais tout à l'heure, l'aspect autonomie fiscale est important pour développer l'économie et aider les entreprises, mais également pour
il sera développé dans mon projet. Et puis sur la spéculation immobilière, est-ce que ces mesures permettront de faire reculer ce phénomène ? La spéculation immobilière... Elle existe pour vous, la spéculation immobilière ? Alors, la spéculation immobilière, ça dépend ce que vous entendez par spéculation immobilière. Aujourd'hui, je pense que l'essentiel, c'est de permettre aux Corses de se loger à des prix convenables sur l'ensemble du territoire, qu'il n'y ait pas des zones réservées à certaines catégories. Et c'est tout l'enjeu de la problématique. Spéculation pour qui, pourquoi, est-ce que on va empêcher le propriétaire terrien de céder à qui il le souhaite, est-ce qu'on va limiter la liberté dans ce domaine-là? Moi, je ne suis pas favorable à ça. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour, Maria, avec Valérie Baudzi tout au long de cette semaine. On rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que les podcasts sont disponibles sur notre site internet www.alta-frequenza.com en audio et en vidéo pour écouter donc tous les entretiens réalisés avec Valérie. Voilà, Frédéric. Et puis Valérie, on va vous retrouver au fur et à mesure de la campagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie Baudzi. À bientôt. À bientôt. À bientôt.